Bonjour Georges, Bonjour Pedro, bonjour à tous. comment vas-tu aujourd'hui? Je suis épuisé. Oui, c'est vrai Trop de tâches qu'hier, et voilà, ouais, ouais. on est Hier, allé ici. ouais. Et d'ailleurs, on a fait une rencontre. Est-ce que tu veux parler de ta rencontre d'hier? Impromptue. Ou... Pedro est toujours très intéressé par les histoires scatologiques. Il faut le savoir. Hier, nous avions notre Premier ministre, également au Salon d'agriculture, entouré d'une armada de policiers du SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Ça avait un petit côté, les hommes du président, on se disait, il y a un truc qui se passe. On était un peu dans un film, dans une série Netflix. C'était amusant. Des gens tout sérieux avec des oreillettes et qui parlaient dans leur micro comme ça. Bon, voilà. Mais c'était Bérou, c'était juste Bérou. Il y avait François qui était là et François avait pas l'air content. Et puis je suis allé au lieu d'aisance, voyez-vous, ça arrive, hein, tout le monde. Et puis je me suis senti étrangement seul. En fait, l'ensemble des toilettes avait été vidé. Il n'y avait que moi, au fond, dans une petite cabine, voyez-vous. Et je suis sorti, et qui vois-je? Eh bien, le Premier ministre, avec qui je me suis lavé les mains dans la même vasque. C'est amusant quand même, non? Mais voilà, et puis un policier qui me regardait, l'air courroucé, parce qu'il avait raté la dernière cabine. Voilà. Et Oui, donc, j'ai eu un moment d'inquiétude, parce qu'il me regardait vraiment, comment, qu'est-ce qu'il fait là, comment il a réussi. J'étais très, très, très calme. Je me suis normalement lavé les mains. Et le Premier ministre a dit, ah, ça fait du bien. Voilà. Et il est sorti. J'ai attendu un petit peu parce que du regard, l'homme du président m'a intimé de attendre un petit peu. J'ai attendu un petit peu. et pendant Donc que on a eu une toi, rencontre extraordinaire avec le Premier ministre. tout à fait, et Salut pendant que toi François. t'attendais, Voilà. Quoi? pendant que toi tu étais dehors, du moins dedans, moi j'étais dehors et je t'attendais et j'avais notre trépied que je trafiquais et j'ai vu d'un seul coup quatre mecs se mettre tout autour de moi pour vérifier qu'est-ce que je faisais à la porte. Oui, c'est sûr. Et c'est là où j'ai compris, parce que je me suis dit tiens c'est étrange, toute la sécurité du Premier ministre va aux toilettes en même temps, tu vois. Et je me suis dit bon bah, c'est peut-être leur pause, tu vois. Et c'est un peu comme les enfants, tu vois, on leur a dit vous allez aux toilettes, ils vont tous aux toilettes, tu vois. Enfin bref, c'était la remarque drôle du jour parce que on nous dit à chaque fois qu'on ne porte que des mauvaises nouvelles. Et donc on peut dire officiellement que hier, François Bayrou a fait de la merde au salon de l'agriculture. Je plaisante. Oh, plus drôle. Un peu J'ai de pas le droit de respect dire pour ça. eux. Non, 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 t'as raison. Il a non, pas fait. il avait l'air préoccupé, mais vu la suite de la journée du Premier ministre, puisqu'on va parler de Hmm. François Bayrou, il avait l'air préoccupé. Mais bon, je suppose qu'on est préoccupé. Euh, Oh, c'est pas mal ça. je sais pas s'il pensait au sujet de. Ben oui, effectivement, maison écrit sans laver les mains, c'est pas un peu sa spécialité. Il s'en lavait un peu les mains, mais il avait l'air préoccupé quand même. Je sais pas si c'était l'école de Betaram et tout le scandale qui entoure cette affaire sordide. Ben, c'est pas ça qui va le faire tomber, peut-être. On verra. En tout cas, voilà, il avait l'air préoccupé. Et je suis content de ne pas être mort bêtement. Hein, voilà, parce que ça fait partie des morts idiotes, qu'on se retrouve au mauvais endroit et qu'on n'a rien demandé, avec des gens qui n'avaient pas l'air contents que je sois là. Je suis désolé. Non, tout à fait. Surtout, j'aurais été bien normal d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé après. Alors, on va commencer par euh, une vidéo complètement hallucinante. Alors, je tiens à préciser, cette vidéo, j'ai vérifié hein, quand même, si elle était vraie, si elle avait bien été postée par Donald Trump, s'il l'avait bien postée sur son compte officiel. Parce que on va vous montrer ça, pour ceux qui l'ont pas encore vu, et je pense que vous allez être surpris. Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no
more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Alors, je sais pas quoi en penser. C'est tellement n'importe quoi entre les trans barbus qui dansent la danse du ventre. C'est des Conchita Wurst. Voilà. Mais en duplication. Elon Musk qui mange que du houmous. Apparemment, Elon Musk aime le houmous. Mais c'est surtout... Mais est-ce que tu peux le repasser un instant? Alors. Depuis le début. Pas de problème. Attends, je vais repasser. C'est que ça me laisse sans voix, en fait. Alors, attends, on va se mettre... Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no Donald Trump va te libérer. Oui. Plus Attention. de tunnels, plus de peur. Plus de tunnels, plus de peur. Tout à fait. Et ces paroles sont extraordinaires aussi. Ça, c'est pas mal. Ça, moi, ça j'étais pas prêt. L'un des plus délirants, c'est les paroles. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, c'est Donald Trump qui te libère, il n'y a plus de tunnel, comme tu dis, ça va être la prospérité et tout. Le problème, c'est ce que ça veut dire, en fait. Derrière cette propagande de Riviera gazaouite, en fait, c'est le projet de déportation de toute la population palestinienne pour construire un espèce de Las Vegas méditerranéen. Ouais. Et on voit... alors, ils ont gardé quand même un minaret, hein, quand même, au cas où, tu vois. Il en reste un. Ah, parce que si tu regardes... parce qu'après, c'est que des bâtiments comme ça. C'est n'importe quoi. Bon, ça ressemble un peu à Dubaï. Enfin, c'est le style de construction. Tout à fait. Il y a Adrien qui écrit ça. En vrai. Et ça, Golden Future, Brand New Life, une super nouvelle vie avec un futur doré. Mais il y a une statue géante de Trump en or. C'est comme le dictateur du Turkménistan, qui avait une statue dorée qui tournait avec le soleil. Ouais, ça aussi, ça existe. Hein. Donc, un gars qui a fait une statue d'or géante et qui tourne avec le mouvement du soleil. Bon, voilà. Et puis, il y a quand même... Non, il y a des souks, il y a toute l'imaginaire néocolonial d'une ville de genre, de culture musulmane. Oui, voilà. Bon. Bah, Hugo nous écrit que ça reprend les bâtiments connus de Dubaï. Ouais, voilà. C'est beau, hein? Bah, c'est surtout de ce que... Là, par exemple, on voit Donald Trump avec Benjamin Netanyahou qui sirote donc un cocktail improbable. Ce qui moi me choque... C'est effectivement, Tristan nous écrit, c'est Trump Gaza. C'est la propriété privée de Trump, en fait. C'est ça. Il va racheter Gaza. C'est... Le problème, c'est que ce ne serait pas le président de la première puissance au monde. Avec combien de têtes nucléaires, Georges? Dans les 6000. Ouais, c'est ça. Ce serait pas inquiétant. On rigolerait. Non, entre nous, c'est quand même moins grave qu'une personne qui a Alzheimer. Qu'une personne qui a Alzheimer. Et tu sais, le précédent, Sleepy Joe. Ah oui, pardon. Ouais, bon, qui salue les plantes vertes. Là, moi j'ai un petit moment d'angoisse. Hein, voilà. Et puis, sérieusement, on ne sait pas qui a dirigé le pays. Parce que quand même, il faut rappeler, Trump est un peu claqué au sol, pour le moins, dans certains domaines, mais l'autre est fantastique. On ne sait pas qui gouvernait les États-Unis. Et on a vu le compte-rendu fait par le Wall Street Journal
a soutenu toute la présidence Joe Biden et qui a critiqué tous ceux qui pouvaient émettre l'hypothèse que non, quand même, on n'est pas sûr de qui dirige le pays. Et eux-mêmes ont reconnu que dès le début, dès la première année, Joe Biden suivait pas toutes les réunions, n'était pas tout le temps là, et il avait besoin toujours des gens qui lui expliquent, qui lui fassent des petites fiches. On ne sait pas qui a gouverné les États-Unis pendant 4 ans. Voilà. Et ok, on se moque un peu de Donald Trump parce que bon, c'est complètement délirant cette affaire de Gaza. Et comme tu as dit, elle implique quand même de déporter 2 millions de personnes, 2 millions de Palestiniens qui n'ont pas du tout envie de partir, ni une fantasme ce futur-là. Ce qui est quand même le projet des plus durs du régime israélien, et des zélotes religieux. Et néanmoins, je tiens à répéter ici, on l'a fait dans une vidéo ligne de front, Donald Trump a renoué les discussions avec la Russie. Et il faut vraiment accepter le fait que c'est une excellente chose et qu'il nous a un peu reculé le temps qui nous restait vers la guerre nucléaire. Il est normal que des pays qui ont 6000 têtes nucléaires, qui sont les plus grandes puissances militaires au monde, se parlent pour éviter que les choses ne partent en sucette. Et c'est une catastrophe de ne pas l'avoir eu pendant 3 ans. Je crois que certains le savent, parce que j'ai dit plusieurs fois. En 2018, j'ai rencontré Alexandre Grouchko, un des numéros 2 des affaires étrangères russes, visite officielle. Et il avait dit pour la part russe qu'on était déjà dans une situation très compliquée, puisque en 2018, il y avait 10 fois moins de systèmes de désescalade et de discussion avec les États-Unis qu'il y en avait à l'époque de Brejnev, où il n'y avait pas de communication moderne comme on a aujourd'hui, où c'était des téléphones filaires, 10 fois plus. Là, on a eu un moment, Joe Biden, délirant. Alors qu'à l'époque, il y avait les guerres du Vietnam, il y avait toutes les opérations des uns et des autres en Afrique, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait la guerre d'Afghanistan. Néanmoins, on discutait pour éviter une catastrophe. Donc, aussi zinzin et loufoque soit Donald Trump, il faut lui reconnaître ça quand même. Alors, son administration a fait ce qu'il faut faire, renouer les relations diplomatiques avec la Russie, et peu importe qui est au Kremlin, ça se fait entre puissances nucléaires pour éviter que tout le monde ne finisse en petit tas de cendres. Oui, probablement, vu qu'il a l'intérêt économique en tête, le calcul comptable a dû être simple, c'était que ce n'était plus rentable cette logique belligérante avec la Russie par rapport à refaire à Miami. Alors, non, mais vraiment, c'est pas qu'une logique comptable. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de logique comptable à l'époque de Brejnev et de l'URSS. C'est pas sérieux de ne pas le faire, juste. Enfin, non, mais ça, je suis une d'accord. affaire de responsabilité, c'est juste normal. Et c'est l'autre type de relation qui n'est pas normal. Parce que les accidents arrivent, des missiles partent, où on peut avoir une mauvaise information, il faut pouvoir vérifier, il faut être habitué à parler avec ses partenaires. On connaît cette histoire. Il y a un héros soviétique, en fait, russe, mais qui est un héros de l'humanité. C'est un colonel de la défense antimissile autour de Moscou, qui, dans les années 80, nous a tous sauvés. Parce qu'il y a eu une erreur d'interprétation sur c'est des vols d'oiseaux, et ça a failli partir en guerre nucléaire. Bon, et en particulier quand il y a un conflit chaud comme en Ukraine, c'est quand même une très très bonne chose que les gens se parlent. Alors je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, il y avait aussi la question pendant la crise des missiles à Cuba, un responsable de sous-marin qui avait perdu le contact et qui, normalement, en cas de perte de contact, était censé tirer et n'a pas tiré. Oui, c'est une histoire vraie. De la même manière que une étude a été menée sur les militaires américains
et leur réactivité à un ordre de tir. Ils avaient fait des exercices dans les années à la fin des années 80 sur les militaires qui sont dans les silos, qui sont enterrés profondément sous terre et qui sont un peu comme des sous-marins, sauf qu'ils ne bougent pas et ils sont sur terre, et qui déclenchent les tirs des missiles qui sont dans les silos. 80% n'avaient pas tiré. Eux-mêmes avaient été mis dans une situation de stress intense pendant plusieurs jours. Une fiction leur a été racontée, et à la fin, on leur donnait l'ordre de tir. Bon, évidemment, rien n'était tiré réellement, mais ils avaient voulu tester. Quand même, 4 sur 5 n'ont pas tiré. Alors que ce sont des gens surentraînés, préparés pour tout ça. D'où la mise en automatisation, ce qui est un autre problème. C'est-à-dire que par rapport à l'époque de Brejnev et de Kennedy, Khrouchtchev, et de l'affrontement entre blocs de la guerre froide, les missiles sont plus rapides, il y en a plus, les systèmes d'armes sont beaucoup plus automatisés, le temps de réaction est beaucoup, beaucoup plus court. Encore plus besoin que les gens se parlent en continu et à plusieurs niveaux. Donc vraiment, c'est une excellente chose. Et heureusement qu'il a fait ça. Alors bon, vraiment, on peut, de ce point de vue-là, remercier Donald Trump. Maintenant, pas pour Gaza. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais alors, c'est le moment de rappeler, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, ce film magnifique de Stanley Kubrick, qui justement parle de ça très bien, sur la question de la bombe, de comment ça peut vriller en fait. Et il y a un scénario très bien construit sur comment les choses pourraient partir, du moins échapper à tout contrôle sur la question nucléaire. Et je sais que beaucoup de jeunes n'ont pas vu ce film, qui repasse pas forcément tout le temps. Donc Docteur Folamour. Et il y a Gérard Borde qui demandait est-ce qu'il y a une colonne vertébrale à tout ça. Logique. Oui, il y a une colonne. Enfin, on en a parlé. Je vous invite à regarder la vidéo sur la ligne de front qu'on a fait sur pourquoi les Américains font ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Gérard. Il y a une logique. Maintenant, ils ont quand même une administration qui a un tropisme très pro-Israël, encore plus que les précédents. Ils ont du bon sens sur l'Ukraine et sur les relations globales que les États doivent avoir. Maintenant, sur le Proche-Orient, ça reste à prouver. On va voir. Alors, justement, en parlant de déni de la réalité ou de déphasage avec la réalité, on a eu cette séquence hallucinante de Macron qui se faisait humilier par Trump. Donc, je vais repasser la séquence pour ceux qui ne l'ont pas vue, puisque je l'ai. Alors, attendez un instant. And we came out and he started speaking the French deal. And we didn't have an interpreter, and he was going on and on and on, and I was just nodding, yes, yes, yes. And he really sold me out, because I got back the next day and I read the papers. I said, that's not what we said. He's a smart customer, I will tell you that. You remember? That was exactly what we agreed to. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Bref, une séquence où Trump en a strictement rien à faire de ce que Macron raconte et fait ouais, il parlait et moi je disais oui. Et la presse française, parce que peut-être pour gommer cette humiliation, dit, et pas que française. Hein, tu l'avais noté, juste avant que tu ailles sur la presse française, Pedro, tu l'avais noté. Je ne sais pas si vous avez entendu. He's a smart customer. C'est un client malin. Il parle du président de la République française, évidemment, n'est pas notre favori, mais comme d'un client. Exactement, Trump ce n'est pas un président. Trump n'est pas stupide du tout. Il utilise des termes, c'est un terme d'humiliation publique. Et l'autre trouve rien d'autre qu'à rigoler bêtement, faire semblant de rire. He's a smart customer.
Et c'est la réalité, c'est la manière dont ils nous voient. On est un Et donc, client dans une logique de gens romaine. C'est un vassal. C'est incroyable cette scène. tout à fait. Et la presse, pour se rattraper, dit que Emmanuel Macron fait fureur aux États-Unis, l'art de la négociation, et on a l'impression d'être vraiment dans la quatrième dimension. C'est-à-dire que ce que nous, tous, on a vu ne correspondrait pas, selon la presse, à la réalité. On n'a pas vu un Emmanuel Macron se faire humilier, on a vu Emmanuel Macron qui avait le dessus sur Donald Trump. Et je sais pas, peut-être qu'il y a un multivers, peut-être qu'en fait, quand je vais sur Google News, ben en fait, je ne vois pas notre univers, je ne sais pas. Oui, c'est très étonnant. Et que ce soit de gauche comme de droite. Alors, également sur les réseaux sociaux, tout un tas de suivistes macronistes, beaucoup d'atlantistes ont chanté les louanges du président de la République, d'Emmanuel Macron, en disant qu'il était tellement génial, même certains ont fait des mises en scène de la visite en disant mais regardez au contraire l'immense respect qu'a Donald Trump pour Emmanuel Macron, c'est une grande réussite. Bon, ça sent l'opération de communication téléguidée par l'Élysée. Je ne sais pas pourquoi toute une série de journalistes, y compris sérieux, plus ou moins sérieux, ont dit cela, parce que quelques heures avant cette conférence de presse, il s'est passé un truc énorme au Conseil de sécurité. D'ailleurs, on a fait une vidéo très très rapide hier, qui est sortie avant-hier, pour parler de ça. Donc, on a Emmanuel Macron qui est à Washington, 17h et quelques, heure de Washington, conférence de presse. Mais à 11h35, il y a une résolution qui passe au Conseil de sécurité de l'ONU juste à côté, à New York, donc 5-6 heures avant, posée par les États-Unis, qui viennent de se faire bâcher 2 fois à l'Assemblée générale. Enfin, bâcher. Les Européens, en particulier la France et le Royaume-Uni, déposent une résolution devant l'Assemblée générale de l'ONU, disant que la Russie est responsable du conflit et qu'il faut que les territoires soient restitués, enfin plus pro-ukrainien. 2 fois, les États-Unis votent contre cette résolution. Elle emporte la majorité, même si c'est que de 89 pays sur 192. Il y a beaucoup d'abstentionnistes. Ce qui montre, encore une fois, le virage généralisé. Mais juste après, les Américains posent une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. 15 membres, dont 5 permanents, avec droit de veto, dont la France et le Royaume-Uni. Et ils déposent une résolution qui est celle qui est finalement adoptée, puisque c'est le Conseil de sécurité, où il est dit, où c'est écrit, la Russie n'est pas responsable du conflit, et il n'y est écrit rien du tout sur une quelconque restitution des territoires conquis ou qui seront à conquérir. Que fait Emmanuel Macron qui est allé dire à Donald Trump, tu ne peux pas céder à Poutine, je vais lui expliquer tout ça, et les journalistes qui disent c'est extraordinaire, quel succès, quelle victoire. Rien. Ils se sont abstenus. La France, si vraiment il voulait montrer sa force et sa résolution, comme le Royaume-Uni, aurait pu voter, utiliser leur droit de veto. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait que la conférence de presse, à moins qu'on soit d'une mauvaise foi totale, ce que sont visiblement beaucoup de journalistes, qui s'est tenue quelques heures après, est ridicule. C'est une farce. Et d'ailleurs, à part les 2-3 séquences où notre pauvre Emmanuel Macron parle, la plupart des questions posées par des journalistes étaient posées à Donald Trump et concernaient des affaires américaines. Voilà. Et j'ai regardé en entier, donc sur CNN. La plupart du temps, Emmanuel Macron était assis à côté, comme ça. Et humiliation absolue, à un moment, il y a une journaliste qui pose la question à Donald Trump, mais pourquoi est-ce que vous avez voté la résolution telle que vous l'avez votée
que je vais vous dire, à l'ONU. Et Macron regarde ses chaussures littéralement comme ça, il est un peu dépité. Et Donald Trump dit bah, c'est plutôt clair, mais bon, enfin, je m'en expliquerai plus tard. Allez. Alors, évidemment, nos journalistes, visiblement, ont complètement raté cette séquence, ont raté le vote à l'ONU et n'ont pas réussi à ce que les deux fils se touchent. Bon, voilà. Donc, rien, visite inutile, humiliante, aucune résolution, enfin, le rouleau compresseur américain a roulé sur les résolutions et ce que voulait défendre Emmanuel Macron, et nos journalistes sont dans une sorte de 1984 localisé et présentent tout ça comme une aventure extraordinaire, un succès du président. C'est absolument ridicule. On est ridiculissime. Non. Et même, j'irais au-delà, je dirais que c'est un manque de tact pour tous les Ukrainiens morts. Parce que quand on rigole comme ça de blagues, alors que c'est l'avenir d'un pays qui se décide, et ses citoyens, c'est inapproprié en fait de rigoler. Que Trump rigole, c'est son problème, mais Macron n'est pas obligé de rentrer dans cette logique-là, de rire aux éclats. En fait, derrière, il faut voir ce que ça représente. C'est comme la première vidéo sur Trump-Gaza, il y a une question, ce qu'on appelle la décence commune. Et il y a des sujets, comme quand on commémore la libération du camp d'Auschwitz, ben, on ne se met pas en rouge à fleurs avec de la musique joyeuse et on rigole pas. Voilà, c'est question de savoir-vivre, hein, d'éducation. Bah, apparemment, le sort des Ukrainiens, du futur d'une nation qui va être complètement, on va dire, rayée de la carte, si on peut dire ça comme ça, telle qu'elle était après 1990, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de faire des blagues avec Donald Trump parce que, en bon vassal, il a bien compris qui était le maître et que si tu ne rigoles pas aux blagues du maître, généralement, ça se passe mal. Tu n'es pas d'accord avec moi, si? Bon. Mais encore une fois, juste là, on a chacun nos avis et nous-mêmes, moi j'ai des interprétations du monde, bon, c'est normal. Mais là, il n'y a rien à interpréter. Il y a une séquence, c'est factuel. Ça s'est passé comme ça à l'ONU. C'est un fait. On ne peut pas dire l'inverse de là. Nos journalistes disent ne font pas leur parallèle entre un fait majeur, les votes avec la Russie des États-Unis et le fait qu'ils roulent sur les propositions du Royaume-Uni et de la France des heures avant la conférence de presse et de faire comme si, bah non, c'est un grand succès. C'est ridicule. C'est au-delà du ridicule. Parce que là, il n'y a pas, encore une fois, je me répète, mais la montagne est visible. C'est pas de l'interprétation, c'est un fait. Donc ils ont nié un fait. Et eux, je sais pas, basent leur analyse sur leur perception subjective de 2 ou 3 moments de cette séquence où Donald Trump et Macron se sont parlé. Puis aussi Macron a quand même décidé qu'on allait passer, enfin décidé, on en a parlé ici déjà, de passer le budget de la défense à 5% du PIB, la demande de Trump. Hein. Donc bon, pour quelqu'un qui résiste à Trump, on se pose là, on avait déjà montré que c'était absurde, on n'a pas du tout les moyens financiers pour le faire, puisque 5% du PIB nous amènerait à un budget de la défense qui passerait de 50 milliards, 51 milliards à 125. Bon, je ne vois pas où on trouver 75 milliards. Donc ça aussi, c'est juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on vit un moment où on a vraiment n'importe quoi qui est dit par nos dirigeants. On l'a vu sur la question des finances publiques. Et ils continuent à dire n'importe quoi, soit à ne pas vouloir répondre à la commission d'enquête parlementaire sur les dérives des finances publiques. Vous vous souvenez Bruno Le Maire ou M. Collère qui, lui, ne veut juste pas y aller. Il a dit, je n'ai pas à répondre à le secrétaire général de l'Élysée, qui va maintenant aller à la Société Générale, dit, je n'ai pas à répondre, ça ne m'intéresse pas de répondre et ça, c'est une chose qui est impossible aux États-Unis, par exemple. Vous êtes convoqué par une commission du Sénat, vous ne pouvez pas dire, bah non, j'y vais pas. Vous êtes obligé de venir. Bon, bah, chez nous, c'est possible. Donc, on a un rapport à la réalité qui est totalement perverti. Voilà, je pense que malheureusement, ça a été dit par plusieurs dans le film,
Ça va continuer, ça va être assez grave. On est peut-être Mais- au pire moment de cette Union européenne qui entre en fusion. C'est surtout, si on avait une vraie Union européenne, forte politiquement, et pas un vassal des États-Unis, on pourrait faire à la Trump et dire ok, tu nous as emmenés dans un truc, tu veux t'en dégager, ben voilà, 30% de tarifs douaniers sur tes produits. C'est ce que fait Trump. Et pas juste aller faire un voyage pour rigoler et se remémorer d'un dîner à la Tour Eiffel. Ça, effectivement, ce serait une posture, on va dire, de bras de fer, qui pourrait être entendable. Là, juste, s'il vous plaît, monsieur Trump, est-ce que vous allez pas nous laisser tomber quand même, hein, parce qu'on est un peu dans la merde là, on sait pas quoi faire. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire vous voulez encore une entreprise stratégique, on vous la donne, hein, si vous voulez. On n'a aucun levier. Je ne sais pas si Macron est on va dire, le roi de la négociation, comme l'ont présenté les médias américains. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien le roi de l'enfumage, parce qu'il vient dans une négociation avec rien. Ou Tu as raison de bien, rappeler, c'est qu'après la visite d'Emmanuel Macron, quand même, Donald Trump annonce des taxes supplémentaires sur les produits européens. oui, tout à fait. Donc, Non, mais c'est c'est un immense succès. Il n'y a rien à dire. Mais c'est Franchement, ça. Et nous, on n'est pas capable de répliquer, hein. Ce qui est impressionnant, c'est que personne ne dit ok, tu nous mets 25%, on te met 40%. Parce que t'inquiète que demain on taxe Google, Apple, toutes les entreprises américaines, Tesla à 40%, que Donald Trump, il va vite se calmer. D'ailleurs, c'est ce que des plus petits pays, le Mexique a dit au moment où Donald Trump a menacé, a dit ok, bah nous aussi. Alors on va faire un deal. Et ils ont fait un deal. Mais ils ont dit ok, pas de problème. Mais nous aussi on va faire pareil. Et donc c'est pour ça, c'est ça qui est terrible, c'est que nous on ne répond pas, on ne renvoie pas la balle. On pourrait en tout cas, renvoyer. on n'instaure pas un rapport de force, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Contrairement aux singeries d'Emmanuel Macron. Il instaure un rapport de force sur TikTok. Quand il parle à des jeunes, c'était le vendredi de la veille du week-end, enfin c'était vendredi dernier, là, avant qu'il parte à Washington. Il a fait 1 heure sur les réseaux sociaux où il a montré les gros bras, il a dit moi je vais dire ceci, ta. On croirait des enfants. Oui, tu vas voir sa tête, moi je vais lui dire tout ça. Puis il arrive à la cour de récréation, non. Finalement, non. Je ne vais pas le dire au costaud ce que je pense de lui. Bref. Alors on va changer totalement de sujet. Qu'est-ce qui se passe en Roumanie? En Roumanie, alors c'est marrant parce qu'on parle de Borat et que d'un seul coup on fait la Roumanie, c'est vraiment le hasard. Borat, c'était Kazakhstan. Oui, mais donc, ça a été tourné en Roumanie. tu as un raciste qui confond tout et n'importe quoi. Non, ça a été tourné en Roumanie. Je connais par cœur. Je connais toute l'œuvre de Sacha Baron Cohen. Et donc, il a été inculpé. Donc, inculpé d'avoir bénéficié d'une ingérence russe, alors que les rapports des services secrets roumains disaient en fait que les mecs qui ont été payés, ils étaient payés par un truc de l'État. Bref, on essaye juste de l'empêcher de se présenter. Ah, mais Pedro, il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'était pas clair, là, camarade. Pedro. Pardon. Hier, c'était le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle. Oui, c'est vrai. Il allait, Călin Georgescu, allait poser sa candidature. Il a été arrêté dans la circulation par des policiers qui l'ont emmené au parquet général de Roumanie, où il a été inculpé, au moment où il allait déposer sa candidature. Et pourquoi il allait déposer sa candidature? Parce que le 6 décembre dernier, 2024, la Cour constitutionnelle de Roumanie annule
l'élection présidentielle, au titre que celui qui est arrivé en tête, à savoir ce Georgescu qui s'est fait arrêter hier, arrivé en tête, hein, aurait été un agent russe, financé par les Russes, et qu'il a trafiqué la campagne en ayant une influence, en achetant des pubs sur TikTok. Bon. Et l'élection reportée en mai prochain, 2025. Donc déjà, il y a eu l'annulation de l'élection parce qu'il n'était pas content du résultat. Il a été prouvé depuis que les allégations étaient fausses et que le parti qui a payé TikTok, c'est le parti au pouvoir qui s'est retrouvé dans une situation qu'il a lui-même créée parce qu'il a incité les jeunes à voter. Et les jeunes ont voté beaucoup plus que les autres fois. Bon, c'est ballot, hein, et les gens sont allés voter. C'est pas bien. Et donc, un bonhomme qui n'était pas prévu pour faire 19% a fait 19%, panique à bord. Alors, oui, il est classé à l'extrême droite. Donc, moi, je n'ai pas un amour particulier pour ce Georgescu. Mais il a un discours qui est pas entendable à la Commission européenne. Il est contre l'UE, il est contre les directives de l'UE et il est pour la sortie de l'OTAN. C'est horrible. Hein. Oui. Vous pouvez être d'extrême droite comme Madame Meloni, mais si vous êtes atlantiste et que vous faites des politiques néolibérales, c'est bien. Madame von der Leyen vous fait une petite tapette dans le dos et dit c'est bien. Georgia, c'est bien. Et par contre, si vous voulez sortir de l'OTAN, c'est crime de lèse-majesté. Donc, annulation de l'élection et arrestation le jour du dépôt de candidature. C'est énorme. C'est un coup d'État institutionnel chapeauté et soutenu par la Commission européenne. On rappelle toujours la célèbre phrase de Jean-Claude Juncker, il ne peut pas y avoir de démocratie contre le traité européen. Il ne peut pas y avoir de démocratie tout court. Voilà. Pas de démocratie qui ne va pas dans le sens fixé par la Commission européenne. D'ailleurs, il y a peu de temps, on en avait parlé, Pedro, ici dans cette matinale, a été créée une instance ex nihilo. European Democracy Shield. Yeah, European Democracy Shield, le bouclier démocratique européen, présidé par Nathalie Loiseau. Alors déjà, rien que ça, dont a été exclue une partie du Parlement, parce que ce sont des gens considérés comme pas bien. Moi, je me fabrique un bouclier, tu vois. Par la démocratie. Non, mais en fait, on en rigole, Pedro, mais c'est hallucinant. Et cette Union européenne est censée, à la face du monde, défendre des valeurs. En premier lieu, démocratique, puisque c'est ici que c'est né, ce concept de démocratie. Alors qu'on le pervertit. C'est sidérant. Voilà. Donc, je suppose que, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, j'en suis convaincu, si maintenant il y a une élection, s'il le laisse concourir, il va gagner. Oui. Les gens vont encore plus voter pour lui. En tout cas, ce qui sort en Roumanie, c'est qu'il va gagner. Enfin, les sondages ne sont pas bons pour les autres candidats. Georgescu va gagner. Donc, la seule option, c'est de l'empêcher de se présenter. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est un cas extraordinaire. L'Union européenne n'a aucun problème quand il y a de l'ingérence des Russes pour annuler les élections. Par contre, quand Elon Musk prend position pour l'AfD ou qu'on fait peur sur tel ou tel candidat dans tel ou tel pays, ou bien on voit avec les aides de l'USAID, Révolution Orange, etc. Là, il n'y a pas de problème. Il y a la bonne et la mauvaise ingérence. Ouais, tu as ta courbe qui rappelle les propos publics de Thierry Breton à la télé, qui avait dit on fera pareil. On a annulé l'élection, on fera pareil parce que on juge, nous, on va juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Voilà. Alors, est-ce que le peuple, il y a qui demande, est-ce que le peuple, Chamignon, Stéphane demande, est-ce que le peuple roumain va accepter ça? Limite, ça va vraiment le coup d'aller à Bucarest voir qu'est-ce qui se passe. Parce que les informations qu'on a sont mauvaises. Ça, visiblement, de ce que moi je comprends en regardant la presse ou les canaux roumains, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en colère. J'ai pas l'impression que ça se passe très très bien.
On va voir. Et la Est-ce Roumanie qu'on a va... quand même un historique de renverser des gouvernements qui lui sont pas favorables. Hein. Faut pas oublier. Oui. Donc, Et donc là, certains quand même sur les réseaux sociaux, j'ai vu ce matin, ils auraient trouvé 10 millions de dollars dans des coffres, parce qu'ils ont fouillé plein d'endroits en même temps de ces campagnes, des perquisitions partout. Donc ils auraient trouvé 10 millions de dollars en cash. On parle d'un billet d'avion pour Moscou, d'un passeport russe. Bon, c'est complètement délirant. Il y a quelqu'un qui a noté qu'il y a un billet d'avion qui est apparu sur une chaîne, sur un canal roumain. Le vol, c'est un vol Dubaï-Moscou et pas un vol Bucarest-Moscou, puis de toute façon, pas de vol Bucarest-Moscou en ce moment. Enfin, bref. Incroyable, incroyable. moi, tu files un mauvais coton, Georges. Tu parles de vol et de roumain. C'est pas bien ça. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si monsieur Georgescu va reprendre tous les délinquants qu'on a ici et mieux les intégrer dans la société roumaine pour éviter qu'ils viennent perturber le reste des habitants européens et que pour une fois, et au-delà de la question de la criminalité, que les Roms soient vraiment bien traités en Roumanie et réellement intégrés à la société et plus discriminés. Ça, ce serait un vrai programme politique, mais je suppose que comme tous les partis en Roumanie, les Roms, ils en ont rien à faire. Mais j'ai juste une remarque pour l'un de nos auditeurs, monsieur Vincent Portelli. Vous semblez faire une obsession sur les juifs et les francs-maçons depuis le début. C'est pas le propos ici. Donc, merci d'arrêter. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a une limite. Vous en êtes au 50e message sur la question. Et donc, non, moi, je ne crois pas au complot judéo-maçonnique, satanique, pédophile et tout ce que vous voulez qui est censé diriger la France. Alors, on va enchaîner sur... Non, mais franchement, je vous le dis là, ceux qui écoutent, il y en a marre des débiles. Je suis le premier depuis très longtemps à critiquer le gouvernement Netanyahou et ce qu'il fait, à dénoncer des Ben Gvir, les Smotrich pour ce qu'ils sont, des fascistes d'extrême droite qui mènent au minimum un massacre ahurissant de civils et qui maintenant le font en Cisjordanie, avec un nettoyage ethnique voulu, d'où aussi ce qu'a fait Donald Trump, qui est inacceptable avec sa petite vidéo ridicule. C'est leur objectif. Mais ne vous déplaise, nous n'avons absolument rien contre les juifs en général. Voilà. Et on va le faire comme ça. Je suis juif. Voilà. Hein, t'es juif aussi. Et tous ceux qui sont là, et Tristan est juif aussi. Et on vous emmerde, les antisémites. Voilà. Que ce soit clair. Comme les racistes, on ne veut pas vos conneries. Voilà. On peut analyser, on peut dire ce qu'on pense du gouvernement algérien sans être raciste. On peut analyser des situations en Syrie sans être raciste, sans être anti-musulman. Il faut arrêter avec cette manière pitoyable d'analyser les choses en essentialisant les gens et en imaginant des complots délirants. Il faut arrêter. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se répand, parce que non seulement, tout à l'heure on parlait des délires de la presse qui visiblement a vu autre chose que ce qui s'est passé à Washington ce lundi, mais j'ai été sidéré par l'éditorial de Philosophie Magazine. Alors, je vous invite à aller voir l'éditorial de Philosophie Magazine. Alors ok, Philosophie Magazine n'est pas une revue de... Si, un peu quand même, parce qu'il y a de la philosophie politique, mais ce n'est pas une revue de géopolitique. Bon, eh bien, le patron de Philosophie Magazine, l'éditorialiste, a écrit quelque chose qui est de l'ordre de ce que fait Candace Owens aux États-Unis, ou de l'ordre des platistes, qui pensent que la Terre est plate, ou des créationnistes, qui pensent que Dieu a tout fait en 7 jours. Philosophie Magazine est une revue sérieuse, et dans l'éditorial, on lit que Donald Trump a été façonné par le KGB depuis 40 ans. Ah, c'est n'importe quoi. L'agent Nabokov. On est chez les fous, en fait. Et donc, il faut arrêter ça. Voilà.
Non, la plupart des banquiers ne sont pas juifs. La plupart il y a tout un tas de juifs qui sont pauvres. Il y a tout un tas de juifs qui sont au chômage. Et tous les juifs ne sont pas docteurs en physique nucléaire et super intelligents. Il faut arrêter avec ces trucs. En fait, c'est dingue. Il y a tout un tas de juifs qui luttent pour les Palestiniens. C'est insupportable. Moi, j'en ai marre. Oui, et c'est important de le Et préciser. les reptiliens, Adrien a raison. Et les reptiliens. Voilà. Et les Et Illuminati. les reptiliens. Et les Illuminati. Et les mangeurs d'enfants sous la pyramide. Exactement, du Louvre. Ah, C'était la dernière. Apparemment, il y a des sacrifices d'enfants sous la pyramide du Louvre. Parce que effectivement, c'est un centre commercial pour ceux qui sont allés sous la pyramide du Louvre. C'est très intéressant de sacrifier des enfants à cet endroit-là. D'ailleurs, FD, la politique d'Israël envers Gaza est immonde. Point. Rien à foutre de ramener ça au judaïsme. On est entièrement d'accord. tout à Exactement. fait. Et Et d'ailleurs, on en a rien à faire. tu l'as Et mentionné. d'ailleurs, on a. Oui, désolé de te couper, Pedro, excuse-moi, mais en fait, j'ai l'impression que les théories du complot sortent de manière étonnante au moment où on veut parler sérieusement de sujet, pour discréditer toute personne qui parle sérieusement d'un sujet. Moi, j'avais découvert avec le Bilderberg Group. Quand le Bilderberg Group a été, disons, dévoilé au grand public par un journaliste américain, au début des années 80, tout à coup est apparue une personne, j'oublie le nom, mais qui avait un passé à la CIA, qui n'avait jamais rien écrit, qui a écrit un livre sur le monde gouverné par les reptiliens, les gros lézards qui gouvernent le monde depuis Babylone, et qui se réunissent au Bilderberg Group. Son livre a été vendu à des millions d'exemplaires. Il a alors qu'il était inconnu, ultra diffusé. Résultat des courses. Les journalistes sérieux qui enquêtaient sur le Bilderberg Group n'ont pas voulu se retrouver dans une situation scabreuse, puisque leur analyse est critique en disant bon, c'est quand même les dirigeants, ils se réunissent à huis clos, il n'y a pas de contrôle démocratique, ce qui est une question normale, a été totalement submergé par cette débilité des reptiliens, voilà, et qui s'est imposée. Donc c'est une manière assez étonnante, assez efficace de tuer le débat public. Mais d'ailleurs, parce que tu l'as cité, Candace Owens, sans parler de l'histoire de la Première Dame en France, j'aimerais que les gens se renseignent sur qui elle est, ce qu'elle dit publiquement. Elle dit que les dinosaures n'ont pas existé. Parce qu'elle dit, c'est très étrange. Moi, quand je vais dans la forêt, je ne trouve pas d'os de dinosaures. Il n'y a que les paléontologues ou les gens qui sont proches des paléontologues qui trouvent des os de dinosaures, donc c'est suspect. Elle dit qu'on ne peut pas aller dans l'espace. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la Terre et le firmament. Or, le firmament, c'est comme un dôme, donc on ne peut pas le traverser. Il n'y a pas de pétrole non plus, Pedro. Il n'y a pas de pétrole non plus. Parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les déserts, en particulier du Sahara, et j'ai jamais trouvé de puits de pétrole. Comment ça se fait que c'est que des gens qui creusent des puits de pétrole qui trouvent du pétrole? Hein? C'est louche. On devrait faire une émission là-dessus. Parce que normalement, on se promène dans le désert, on devrait trouver des puits de pétrole aussi. On les trouve pas. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé d'or non plus. Hein. C'est vraiment... L'or est une fabrication. Hein. Moi, je suis sûr. On n'a pas trouvé d'or. Oui, enfin bon, voilà, on peut pas aller dans l'espace parce qu'elle considère qu'il y a le firmament, puis qu'on est. Je ne sais pas si elle croit à ce qu'elle raconte, mais elle fait partie des cinglés, en fait. Voilà. Et donc, de croire que quelqu'un. Il n'y a pas de dinosaures, on ne peut pas aller sur la Lune, on ne peut pas aller dans l'espace. Tout à fait. Bref. On va parler d'un dernier sujet qui est ce qui se passe entre les relations avec la France et l'Algérie. Alors, déjà... Attends, il y a Adrien qui pose une vraie question. Est-ce qu'on peut être juif et reptilien? Vous devriez écrire un livre, Adrien, peut-être que... Alors, selon le Talmud, le serpent qui a mangé l'orang-outan, qui a mangé la pomme, en fonction du 4e décan de la Lune, si elle est alignée avec Mars, fait que c'est possible. Ouais. Courbe écrit un truc très juste. Les gens ont beaucoup appris de l'époque soviétique. Staline disait qu'il faut lancer de fausses nouvelles pour que nos ennemis passent leur temps à démentir. Exactement.
C'est vraiment très, Ouais, très juste. Merci pour cette contribution. on sait d'ailleurs qu'il faut 10 fois plus de temps pour déconstruire une rumeur que pour la construire. Bon, elle est marrante cette matinale. Il y a Stéphane Chamineau qui écrit c'est Raran qui a tué les derniers dinosaures, c'est écrit dans la BD. Stéphane, je propose qu'on la traduise en anglais, qu'on l'envoie à Candice Owens, peut-être qu'elle pourra faire une émission là-dessus. Non, mais elle va faire un AVC. Tu sais que Rahan était communiste. Ça sortait dans Pif Gadget. Je crois que Ouais, mais il a la coiffure de Trump. C'est pas faux. Rahan a un truc blanc doré là, comme ça, là, qui vole. Si, c'est un peu Trump jeune, non, Rahan. Bon, je sais pas où va finir cette matinale. Moi, j'ai un coutelas de Rahan. Tu sais que j'ai le coutelas de Pif Gadget. Je l'ai encore. Collector. Rahan, le fils déjà farouche qui apprenait l'humanité aux jeunes enfants. Il y a Los Zhang qui demande de sourcer où elle dit ça. Tu peux mettre le lien de la vidéo, Pedro. Ok, pas de problème. Candice Owens dit tout un tas de conneries. Il n'y a pas que ça, hein, c'est une liste, hilarante. C'est 13 minutes de vidéo très très drôle. Voilà, c'est quelqu'un qui justement analyse ses propos et parce qu'il dit comment on peut croire ça. Alors voilà, je vous copie, colle. Mais elle le dit, hein, elle s'en cache pas. Et non, Denver, le dernier 19, je ne sais pas. Mais franchement, pour ceux qui habitent à côté un musée de paléontologie, c'est super sympa avec les enfants. Et souvent, il y a des fossiles comme ça. Moi, j'ai trouvé, par contre, et ça, c'est vrai, j'ai trouvé des fossiles. Ceux qui ont encore la patience de se promener en Ardèche, on trouve des fossiles. Quand j'étais enfant, en colonie de vacances, on avait trouvé plein de fossiles comme ça, des petits lézards dans des cailloux et tout. Je ne crois pas qu'il y avait un grand complot de mecs qui ont sculpté des lézards dans des cailloux. Tout ce que ça veut dire, Pedro, c'est que tu es de la race des paléontologues. Voilà. Ah, peut-être. Une race, non, paléontologue. Effectivement. Bon, je ne sais pas comment on va connecter avec la suite, mais. Alors, Voilà, CNR c'est Soviet, parti. eh ben, dis-toi que Pif Gadget a bien été relancé et par un mec de droite Oui, qui oui, s'appelle par, Frédéric Lefebvre. et qui était ami de Macron. Ouais. Exactement, ça fait partie comment ça s'appelle, des inflexions dans la Les ondes, force. vous écrivez que c'est Michel Drucker, le dernier dinosaure. Je suis désolé. J'ai trouvé des fossiles chez Nocibé. Bon. Ah bah, sur la Côte d'Azur, il y a pas mal de fossiles aussi. Hein. Bon, ok. Allez, Plus on va reconnecter. Voilà. Plus sérieusement, il se passe un truc entre la France et l'Algérie. Alors, on avait reçu cette semaine, comment ça s'appelle, Razika Adnani qui nous avait parlé justement, qui avait expliqué et fait beaucoup de pédagogie pour expliquer la question de l'histoire de la nation algérienne, depuis quand elle existait, son identité, etc. Berbère par berbère, pour répondre justement aux propos d'Éric Zemmour qui disait que l'Algérie n'existait pas, que c'était une construction factice. Et donc effectivement, si je ne me trompe pas, c'était mardi. Donc on va la reposter après séparément, mais c'était très intéressant justement, puisqu'elle explique la genèse de cette nation, et qui a bien existé, et qui existe d'avant les temps islamiques, c'est-à-dire avant le 7e siècle, et que ça a été un grand royaume, et que ça a même fait partie, comme nous, de l'Empire romain. Et que Constantine, c'est quand même le nom d'un empereur romain d'origine serbe en plus. Pour te faire plaisir, Georges. Il n'y avait pas de Serbe à l'époque, mais non. Ça ne mais... définissait pas comme ça, mais ok. Il est né dans ce coin-là. Voilà. Exactement. Donc, c'est important. Donc là, il se passe des choses, en particulier. Donc, le Sénat algérien suspend ses relations avec le Sénat français après la visite de Gérard Larcher. Alors, est-ce que c'est parce que Gérard Larcher a mangé tout ce qu'il y avait dans la cantine du Sénat algérien? On ne sait pas. C'est possible, c'est peut-être ça la vraie raison. Mais apparemment, c'est suite à sa visite au Sahara occidental. Et de l'autre côté, François Bayrou a dit qu'il fallait peut-être tout remettre en cause des accords avec l'Algérie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Georges?
D'abord que c'est un sujet compliqué, que la question migratoire est un sujet qui est en même temps important pour les Français et en même temps instrumentalisé diversement par les partis politiques. Et que il y a un statut particulier pour les immigrants algériens qui est très peu connu. Ce sont les accords franco-algériens de 1968, qui dérogent au droit commun et qui donnent des avantages à ceux qui sont d'origine algérienne. Alors, je me suis dit qu'une bonne chose, c'est de le dire, parce que souvent, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Hein. Alors, je tiens à préciser aussi que le président algérien, M. Tebboune, a déclaré hier que de toute façon, c'était sans importance, car les accords franco-algériens de 68 étaient une coquille vide. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que la dernière fois qu'ils ont été renégociés, c'était en 2002, donc il y a à peu près un quart de siècle, pas loin. Alors, ce sont des conditions avantageuses d'installation au titre du regroupement familial. Par ailleurs, les Algériens peuvent solliciter un titre de séjour de 10 ans après être restés 3 ans sur le sol national en France, contrairement à 5 ans pour tous les autres étrangers. Donc, un petit avantage pour l'obtention de la carte de 10 ans. Par ailleurs, il y a un titre de séjour qui s'appelle commerçant. Voilà. Pour l'obtenir, les ressortissants algériens doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou à la chambre des métiers, mais ils n'ont pas approuvé la viabilité économique de l'activité. Donc, voilà, il y a un petit problème. Et enfin, pour obtenir une première carte de séjour en tant que conjoint de Français, les Algériens sont dispensés de la condition d'une vie commune en France avec leur époux ou épouse depuis 6 mois, au moins, qui est la condition imposée à tous les autres. Voilà. Les Algériens n'ont pas ça. Donc, ce n'est pas totalement une coquille vide et ça permet une immigration de type regroupement familial. Donc, c'est de ça dont a parlé Bayrou et c'est ça qu'il veut, je ne sais pas s'il le fera, remettre en cause. Voilà. Et en France, pour qu'on sache de quoi on parle, on a une population estimée à 2,6 millions de personnes d'origine algérienne sur 3 générations, donc immigrés et descendants d'immigrés, et on a 650 000 Algériens qui sont bénéficiaires d'un titre de séjour en cours de validité en France. Voilà. Et donc, c'est la première nationalité représentée dans notre pays. Par ailleurs, l'année dernière, 250 000 visas ont été délivrés par la France, 250 000 visas algériens, soit 20% plus que 2023. En 2023, c'était 200 000 visas, et chaque année, 30 000 Algériens reçoivent un titre de séjour spécifique chaque année. Donc voilà, ça c'est les chiffres, et ça officiels, hein, et les clauses de ces accords franco-algériens. Alors maintenant, est-ce qu'ils doivent être mis en cause ? Il y a un chiffre, hein, Georges. Sûrement, il y a beaucoup d'autres. Lequel ? Un chiffre très important. C'est grâce à un Français d'origine algérienne que la France a gagné sa première Coupe du Monde. Oui, bon, non mais on a un paquet de Français d'origine algérienne qui ont fait tout un tas de choses extraordinaires. Hein. De la même manière que c'est pareil, c'est toujours le problème de ces discussions, c'est l'essentialisation des Juifs, des Américains, des Russes, des Algériens, des Français. Les Algériens, il y a tout un tas d'Algériens différents. Il y a des criminels, il y a des types qui tirent sur des flics, il y a des dealers de drogue, puis il y a plein de médecins, il y a des dentistes, il y a des entrepreneurs, il y a des commissaires de police, il y a des cons, il y a des gens très intelligents. Bon, il y en a qui contribuent au succès de la France, il y a des chercheurs au CNRS, il y a des professeurs de mathématiques,
Voilà. Et les mecs qui sont en tôle. Bon. Et puis il y a les individus et il y a les États. C'est pas toujours. Voilà. Si nous on va ailleurs, bien qu'on soit français, on n'est pas toujours d'accord avec ce que fait le gouvernement français. Et c'est en particulier Emmanuel Macron. Voilà, tout ça est à prendre en considération quand on parle de ces sujets. Maintenant, compte tenu du décalage, du temps long passé depuis le conflit franco-algérien, de 1958 à 1962, compte tenu des changements des réalités géopolitiques, des changements du monde, il n'y a plus tellement de raisons rationnelles à ce qu'il y ait un statut particulier pour les Algériens et pas pour les autres. Pas pour les Marocains ou pour les Maliens ou les Sénégalais ou les Serbes ou les Japonais. Enfin bon, le mieux dans une loi, c'est qu'elle soit conforme, qu'elle soit la même pour tout le monde et pas qu'il y ait des statuts particuliers. Cette remarque est surtout importante pour les impôts, parce que là, on a un vrai problème d'inégalité face à l'impôt, mais c'est un autre sujet. Donc moi, pour cette raison-là, je pense que ces accords devraient sauter, en fait, parce que ils sont un peu obsolètes. Et comme en plus le président Tebboune considère que c'est une coquille vide, revenons-en à des relations normales, mais ce qui n'implique pas d'avoir des relations dégradées avec l'Algérie. Je parle des politiques de visa, doit être juste normal. Voilà. Maintenant, on a un vrai gros différend avec l'Algérie, qui a été renforcé, on s'en est rendu compte hier avec Pedro. Je ne sais pas si tu te souviens, Pedro. Où est-ce que j'ai fourré ce truc-là? J'arrive, excusez-moi, on a trop de documents et trop de sujets en cours en même temps. Voilà, c'est là. Donc c'est le salon de l'agriculture. Donc on s'en est pas rendu compte. Voilà, donc voilà, salon de l'agriculture. Je suis en face, voilà, je suis en face. Et c'est la première fois que le salon international de l'agriculture met un pays à l'honneur. Et le Maroc. Bon, et c'est la continuation d'un choix géopolitique fait par Emmanuel Macron de favoriser le Maroc au détriment de l'Algérie. Vous vous souvenez, c'est la reconnaissance, contrairement à une décision de l'ONU, de la reconnaissance du Sahara occidental comme étant pleinement marocain. La décision de l'ONU, c'était de faire un référendum, que les Sahraouis fassent un référendum pour savoir s'ils étaient indépendants ou marocains. Voilà. Il l'a reconnu. Les Algériens qui soutiennent le Front Polisario, qui est la branche armée des Sahraouis et qui sont indépendantistes, a évidemment considéré que c'était un affront contre l'Algérie. Donc les relations franco-algériennes sont très tendues. Et puis il y a le refus, on l'a vu avec ce cas dramatique, le refus par l'Algérie de récupérer ses ressortissants criminels. Qui est un des problèmes en cours. C'est l'éloignement de la France, hein, c'est les OQTF célèbres. Et il faut savoir que les procédures d'éloignement échouent dans 75% des cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une non-délivrance des laissez-passer consulaires. Ça ne suffit pas que la personne soit algérienne, qu'il y ait un passeport algérien. Il faut que l'ambassade d'Algérie délivre un laissez-passer consulaire, ce que ne fait pas régulièrement l'ambassade d'Algérie. Et d'ailleurs, c'est tellement entendu que les conditions de vie de nos diplomates à Alger ne sont pas très bonnes. Ils sont très surveillés, leurs mouvements sont restreints. C'est pas le cas des diplomates français, algériens à Paris. Voilà. Maintenant, l'Algérie, c'est un très grand pays qui est juste en face de la France. Il y a énormément de liens historiques, culturels, Albert Camus. Oui, entre autres. Ici avec Alain Bachung. Non, mais il y a eu la colonisation, mais il y a eu aussi énormément de choses partagées. Il y a eu une guerre. Et énormément d'échanges commerciaux aussi. Donc, à terme,
il va falloir trouver la sagesse et le courage des deux côtés de la Méditerranée pour renouer des liens normaux entre ces deux pays qui ont quand même eu et ont de fortes relations. On ne va pas pouvoir rester à l'infini avec cette tension forte et qui d'ailleurs ne fait que s'aggraver avec les tensions liées en Ukraine. On en a reparlé ici plusieurs fois. La Russie, historiquement, fournit des armes à l'Algérie, c'était le cas de l'URSS. Là, ils ont signé l'année dernière un contrat à 12 milliards. On évoque une possibilité d'installation d'une base navale russe en Algérie. Voilà, comme les tensions, les relations ne sont pas très bonnes non plus avec la Russie, ben ça aggrave les tensions, et chacun poussant le bouchon un peu plus. Voilà, il va falloir trouver des solutions dans les relations franco-algériennes, mais je ne pense pas que ce sera possible avec Emmanuel Macron. Alors, je tiens à faire un aparté puisque tu l'as évoqué sur la question du Maroc. Moi, personnellement, j'ai été assez choqué de l'invitation du Maroc au Salon de l'Agriculture parce que justement, un des gros points de tension de nos agriculteurs est avec le Maroc. En particulier, le fait que nos agriculteurs considèrent que le Maroc pratique une concurrence déloyale, notamment en raison des coûts de production plus bas et à une main-d'œuvre donc moins coûteuse, l'utilisation d'insecticides qui sont interdits dans l'Union européenne, que le Maroc aussi a de gros problèmes de sécheresse et donc utilise beaucoup d'eau pour produire moins cher que nos producteurs, mais au détriment de sa propre population qui ne va plus avoir accès à autant d'eau. Et donc, moi, je suis assez surpris. C'est un peu comme si on dénonçait d'un côté le Mercosur et qu'on invitait les pays du Mercosur à dire « Eh, on vous aime pas, venez faire du business ». C'est bizarre, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir un pays sur lequel on n'est pas en opposition frontale comme ça, et en particulier, nos producteurs ne sont pas avec des salaires horribles, avec des risques de suicide, etc., parce que, justement, le pays en question ne respecte pas les règles que nous, on s'impose à nous-mêmes. Mais bon, la Macronie n'est pas... Pour cette ligne-là, l'année prochaine, il faudrait choisir un pays du Mercosur. L'Argentine. On mettrait des bœufs argentins, comme ça on énerve bien nos producteurs. Ou la Nouvelle-Zélande, c'est bien la Nouvelle-Zélande aussi. Parce qu'on a signé un accord de libre-échange où c'est open bar sur tous les produits néo-zélandais qui utilisent bien plus de pesticides. Bon, c'est en particulier nos apiculteurs qui sont furieux depuis la signature de cet accord de libre-échange. Donc voilà. Mais bon, dans l'absolu, évidemment, là, tu as totalement raison, Pedro. Mais peut-être c'est aussi, c'est sympathique aussi d'avoir une logique de cuisine du monde, des rencontres entre les pays, si effectivement il n'y avait pas les problèmes graves que tu soulèves. Mais la réalité, et je pense, et donc c'est aussi pour inviter tous ceux qui sont à Paris à venir au Café Citoyen sur lequel va venir Philippe Grégoire, c'est que ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière l'agro-business au Maroc, il y a qui? L'agro-business français. Donc en gros, c'est une partie de notre agro-business low cost qui est externalisée au Maroc. Et donc, c'est nos propres... Et donc, on ne citera pas certains patrons de certains syndicats, comme la FNSEA et le groupe Avril, souvent cités par Philippe Grégoire, qui eux-mêmes mettent la pression sur nos producteurs ici, en leur faisant peur avec une concurrence étrangère, mais qui est à leur propre bénéfice. Donc, ces gens gagnent sur tous les terrains. Oui, c'est ce que a souligné de nombreuses fois Philippe Grégoire, comme tu as dit. On pense à l'entreprise Avril, qui était présidée par le patron de la FNSEA et qui a des antennes, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Donc, de toute façon, qui vend à lui-même, quelle que soit
la situation, l'accord de libre-échange faisant que il n'a plus de tariffs, comme dit Trump, il n'y a plus de taxes. Donc, pour eux, c'est rentable sur le dos de tous les agriculteurs, comme le rappelle aussi Philippe Grégoire, hein, parce que tout ça nuit aux agriculteurs de tous les pays. Du Maroc, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine, évidemment, comme de France, puisque c'est la concurrence des misères dans ce domaine-là aussi. Alors, comme tu l'as dit, pour ceux que ça intéresse et les franciliens, si vous voulez, parce qu'on se parle à distance, il y a le chat, mais on peut se voir aujourd'hui. Ce soir, on sera à 19h au café bar Le Falstaff, qui est à Bastille, donc métro Bastille, c'est facile, relativement central, à peu près à la sortie d'une des bouches de métro Falstaff. À l'étage, il y a une salle qui est privatisée et où qui est privatisée et que chacun consomme quelque chose. Voilà. Donc 19h, Falstaff, Bastille, aujourd'hui, débat, discussion sur l'agriculture. On aura en visio avec nous Philippe Grégoire qui nous parlera depuis sa ferme, depuis son élevage de sa ferme de vaches laitières. Et on discutera de toutes ces questions liées à l'agriculture et à la souveraineté agricole. Donc, je le mets ici, si ça vous dit, et puis ça permettra aussi de parler d'autres choses, évidemment. Falstaff, 19h, Bastille, venez nombreux. De toute façon, on va être 400, c'est horrible, je ne sais pas comment on va faire. Eh bien, tant mieux s'il y a 400 personnes. Voilà, exactement. Pour Hypatie, on est déjà passé hier dans le pavillon 5-2 et on a même découvert comment on appelle ça, du matériel militaire de l'armée russe dans ce pavillon. Mais vous verrez, puisqu'on a tourné un certain nombre de séquences, donc on va les monter. Ah oui, mais Hypatie a raison, 5-2 là, avec le Rhum, à partir de 15h, c'est 16h, c'est dur. 17h, 18h, c'est... Le taux d'alcoolémie est élevé, on va dire. Hein. Ah bah déjà 11h, il l'était, alors imagine plus tard, mais c'est vrai. L'année dernière, Macron, il y a eu beaucoup de noms d'oiseaux concernant le pauvre Macron. Bon, bah justement, je crois qu'on y va là pour finir nos séquences. Peut-être qu'on verra Oupette. J'en ai marre, et Pedro me fait que travailler tout le temps. J'ai envie de dormir. Exactement. J'en ai marre. Et Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Pedro me torture, il me fait travailler tout le temps. Et lui, il ne fait pas les trucs qu'il doit faire. Donc moi, je ne suis pas content. Voilà, ça va se payer. Je vais te jeter une banane. Tu vois. Sur ces belles paroles. Il y a Robert qui drague en coup Stinger qui demande si je peux aller chez toi. Alors, okay. Il faut que le chat serve à tout. Exactement. Ne vous gênez pas, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai remarqué, ils font leur vie. Mais c'est très bien, il faut que les gens fassent. Et d'ailleurs, oui, Jean-Pierre. Sauf les connards antisémites et racistes. On ne veut pas qu'ils fassent leur vie ici. Donc, on vous dit d'aller Jean-Pierre Leroux. On a perdu Jean-Pierre Leroux. Ah bon? Ouais, Jean-Pierre Leroux. Marco, retrouve-nous Jean-Pierre Leroux. Je suis préoccupé. Surtout que j'ai découvert que l'acteur Gene Hackman est mort, qui nous dit que Jean-Pierre Leroux n'était pas Gene Hackman de la French Connection. Grand acteur qui est mort aujourd'hui à 95 ans. Donc, on va... on verra bien. Bon, bref. Allez, à tout à l'heure, 19h. Et puis nous, on va aller au salon de l'agriculture. Voilà, on va tenter de provoquer un peu les gros, là, les Monsanto qui sont déguisés sous des petits noms sympathiques comme les grosses centrales d'achat qui font... qui disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Bon. Bonne journée à tous. Allez, bonne journée à tous. Et voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, d'aller sur la chaîne Fréquence Populaire, de la faire connaître. Voilà. Il y a d'autres, on fait d'autres choses que la matinale.
Et espérons qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas coincé encore dans des toilettes avec je ne sais quel ministre. Ah, je Sinon, vais c'est- faire attention maintenant. Bon. Et il faut bien se laver les mains, hein, parce qu'eux, ils ont bien les mains sales, tu vois. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.